Bonjour à tous. J'ai ressorti dans mes archives une vidéo, une interview, parmi les nombreuses fois où j'ai rencontré Tal Chaleur. Eh bien, j'ai choisi cette vidéo-là, cette interview-ci, parce que c'est celle que j'ai retrouvée en premier. Donc je me suis dit que c'était un signe du destin. Il parle peu dans cette interview, il n'est pas tout seul, il est avec sa femme comme d'habitude, Joanne Razana Mahae, et il parle justement du chamanisme sauvage. Cette vidéo date de 2015, ça fait 10 ans pile poil. C'était l'une des premières rencontres, c'était même la seconde rencontre que je faisais avec Christian Tal Chaleur. On voit l'admiration qu'il a en regardant sa femme, son épouse. C'était un homme amusant, amusé et amoureux en même temps. Vous allez être aussi choqué par mon apparence, parce que si j'avais 10 ans de moins, en 2015, eh bien j'avais aussi 20 kilos de trop. Tal Chaleur me l'avait vu, me l'avait proposé, faut pas oublier qu'il était médecin, et m'avait proposé de passer le voir, puisqu'ils habitaient à côté de chez moi, pas très loin, à 80 km, près de Montélimar. Hein. Et à ce moment-là, je ne suis pas allé, j'y allais pour filmer quelques stages, quelque chose, faire des teasers, mais c'est tout. J'ai dû remonter en fait cette interview parce qu'il y avait, on parlait de choses et d'autres qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui, notamment des dates de stages qu'il proposait, des prochains stages justement sur le chamanisme sauvage. Donc j'ai enlevé ces parties-là, j'en ai profité pour remasteriser le son, et vous allez voir que Tal Chaleur avait un son, une voix granuleuse et radiophonique. Voilà. Encore une fois, il parle peu, mais juste ce qu'il faut. L'interview est courte, elle est ponctuée en début et en fin d'interview par 2 extraits de cette conférence, parce que c'est juste après la conférence que l'interview a été réalisée, où Joanne Razana Mahae, à la fin, donne une leçon, mais alors magistrale, sur la manière, la façon de contacter les esprits, et comment être entendu clairement d'eux, avec un humour décapant, qu'on le reconnaît très très bien, et c'est aussi une façon de mettre en lumière celle qui a accompagné toute sa vie, qui a soutenu, un des piliers en tout cas de la vie de Tal. Bien sûr, je fais référence à Joanne. On oublie souvent les accompagnants, ça c'est Sandrine Muller qui me l'a rappelé, comme Antonio Amaro qui a soutenu Sandrine jusqu'au bout et qui continue. Eh bien, là, de la même manière, il faut la mettre en lumière, on n'oublie pas, c'est elle qui a perdu l'homme de sa vie, faut pas l'oublier du tout. Et sur ce, je vous souhaite à vous tous un bon visionnage, une belle rétrospective, histoire de se souvenir de l'œuvre de cet homme avec lequel, sans lui, le monde ne sera plus pareil, bizarrement. Merci à vous tous, je vous dis à bientôt. Il y a des peuples qui viennent du sud, là où nous sommes dans l'adolescence, là où nous commençons à marcher vers la vie. Là, ce sont des peuples spécifiques qui viennent. Il y a des peuples qui viennent de l'ouest. Et tous ces frères, des peuples qui viennent du nord, en chamanisme en fait, on les invoque tous. Ô toi, vous, peuple de l'Est, venez à moi, parce que dans ce rituel de chamanisme que je veux faire là, j'ai besoin de plus de force. Ô peuple du Sud, vous qui êtes dans l'amour, vous qui brillez toujours comme des étoiles, vous qui nous accompagnez depuis toujours, à moi, je tends les mains et je vais vous sentir venir à moi, etc., etc. Mais du coup, on en a fait de nouveau des règles. On ne commence plus que par l'Est ou on commence par le Sud. Et si quelqu'un a le malheur de commencer par le Nord, alors c'est que vous n'êtes pas chaman. Alors dites-moi, nous sommes les enfants de la vie tous, pendant qu'on est ici. On n'est pas réalisés. Alors depuis quand les enfants encore ignorants que nous sommes, si on voit les esprits arriver par le Nord, alors on va leur dire à la queue comme tout le monde, hein? Non mais ça va. Oui. Non mais... Ça va pas ta tête, t'es pas au courant qu'on passe jamais là-bas? Non. Est-ce que ce sont les esprits qui nous éduquent ou c'est nous qui leur faisons subir nos lois? Et à partir de là, le chamanisme sauvage, c'est ce genre de chamanisme qu'on pratique partout dans le monde. Quand il y a des urgences, si votre enfant a une table qui s'est renversée sur lui parce que le pétio qui apprend à marcher s'est accroché au pied de table, la table se renverse, un chaman sauvage, il va se lancer. Mais il ne va pas dire, attends, où est l'Est d'abord, où est le Sud?
il y a un petit problème. C'est pareil, quand on tourne, on fait les rituels, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, selon certaines formes de chamanisme. Et c'est toujours... Mais on sait que le pôle Nord, le pôle Sud, si on enlève l'eau d'une baignoire, ça ne tourne pas de la même façon. Pourquoi certains peuples pourront-ils plus dire que c'est ça la règle et d'autres peuples pas? Donc le chamanisme sauvage, ça tient compte de votre propre force. Parce que dans le chamanisme, il est surtout question de retrouver un pouvoir personnel de chaman. Ce soir, nous recevons pour la seconde fois Johanne Razanamare Schaller et Dr Christian Tal-Schaller. Bonsoir. Alors, la thématique change par rapport à la dernière fois. Il y a forcément un tronc commun. Le chamanisme, c'est aussi le monde des esprits. Par contre, je remarque que c'est du chamanisme sauvage. Alors déjà, est-ce qu'on peut expliquer en quelques mots quelle est la différence entre le chamanisme traditionnel et le chamanisme sauvage? Alors, les deux fonctionnent avec cette vision que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes reliés à des super parents merveilleux qui nous aiment, qui sont les esprits, les guides, les esprits de la nature, les animaux totems, appelés également de pouvoir. Mais la différence fondamentale entre le chamanisme sauvage et le chamanisme traditionnel réside dans le fait que le chamanisme traditionnel fait répéter des règles qui ont connu leur succès, voilà, un temps. Des rituels que les ancêtres avaient utilisés, avec l'idée que comme ça a été utilisé, on se contente de les répéter. Et une recette qui marche, et puis on la refait, quoi. Voilà. Et le chamanisme sauvage fait la place à ce qu'on appelle l'instant présent, à la force du chaman dans l'instant, et à tout ce qui se présente dans l'instant présent. En étant encore des enfants de la terre, des élèves de la vie, qui apprennent des esprits, nous ne pouvons pas leur imposer, par exemple, de commencer toujours par un des points cardinaux, notamment par l'Est, parce que c'est le lever, ou par le Sud, parce que nous ouvrons, même en ayant appris que ça s'ouvre par l'Est, par nos ancêtres, nous osons regarder partout à la fois, dans une attitude d'accueil, pour pouvoir laisser ce qui colle à la situation, à l'instant présent, à notre force, pour que ce rituel chamanique se passe le mieux possible. Il faut donc laisser parler son intuition, si je comprends bien. Tout à fait. C'est ça, en fait. Oui, parce que quand on se relie aux esprits, ils sont dans une créativité qui est constamment nouvelle. Ils sont pas dans la répétition. Ils sont pas en train de répéter ce qu'ils ont appris hier. Donc, le flot de vie est tout le temps vivant. Et la beauté du chamanisme sauvage, c'est que on sort du côté rigide de certaines traditions. Et on va à l'essence du chamanisme, qui est l'inspiration dans l'instant. Parce que qu'on appelle ça chamanisme sauvage ou chamanisme universel, à l'origine de tout, il y a cette inspiration. Quand on commence à durcir, à faire des dogmes, à dire faut faire ça comme ça et pas comme ça, quelque part, la lettre tue l'esprit. L'esprit, c'est d'être inspiré et de faire comme on le sent dans l'instant. Et si les esprits vous guident à faire les choses d'une certaine manière, vous le faites. Et la beauté du chamanisme sauvage, c'est qu'on ne va pas dans les mots. Parce que dès qu'on met des mots, si je dis « Oh, je prie Jésus, la Vierge Marie », hop, ça va pour certains, pas pour d'autres. Oui. Mais si je sors des mots et si j'invoque les esprits en faisant « Ah, blablabla », eh bien, je suis en dehors des mots, donc c'est universel. Et donc, c'est l'intention qu'on met à ces mots-là, même s'ils ne sont pas dans un langage connu. C'est ça? C'est l'intention qu'on met à ces mots et c'est l'énergie avec laquelle on va envelopper ces mots. Parce que le chamanisme, c'est d'abord une intention. Mon intention est d'aimer, mon intention est d'invoquer mes parents, mes merveilleux parents, et de laisser passer à travers mes mains, mes yeux, mon cœur, mon être, ce qu'il y a de merveilleux, de magique et de guérisseur. Et la valeur du chamanisme sauvage permet en fait d'innover et de ne pas entraîner des jugements. Parce que souvent, dans le chamanisme traditionnel, si quelqu'un ne commence pas comme les ancêtres d'un tel, alors qu'il ne vient pas de là-bas, alors on va dire qu'il n'est pas chaman, ou il n'est pas bon chaman. Donc ça, dans le chamanisme sauvage, c'est exclu.
Tout le monde est chaman et on apprend... À sa manière, à son style. À sa manière, à son style. On apprend les mêmes règles. On apprend à voir les esprits. On apprend qu'on est des êtres d'énergie. On apprend qu'on est des êtres divins. On apprend que tout ça, ça existe, mais il y a une liberté. Et on voit ça quand il y a des urgences. Si dans une situation d'urgence, comme je disais à la conférence tout à l'heure, une armoire se renverse sur un enfant en bas âge, parce que cet enfant s'est accroché pour se lever. Eh bien, si le chaman doit dire par où est-ce que j'invoque déjà les esprits, il y a beaucoup de temps qui passe, une perte d'énergie. Mais si la personne sait seulement que elle peut demander de l'aide et où qu'elle se tourne, les esprits, les guides qui nous entourent, nous aiment sans nous faire, sans poser des conditions et sans faire des chantages. C'est Donc, de l'amour on leur inconditionnel. fait confiance. C'est de l'amour inconditionnel. Voilà. Que dès le moment où mon intention est de les invoquer, même si je connais les règles, je lâche les règles et je m'ouvre tout simplement à la vie. Et ça donne, ce diapason, un chamanisme qui est très joyeux. Parce que le propre des esprits, c'est que c'est des êtres qui vivent dans la joie, dans la créativité, et ils ne vivent pas dans quelque chose qui est sérieux, répétitif, ennuyeux. Ils ne connaissent pas tout ça. Donc, plus on est dans cette énergie vivante, plus on se laisse inspirer, plus ce qu'on va faire, on ne sait pas à l'avance, mais on sait que la vie qui coule à travers nous va nous inspirer. Et là, on est vraiment en contact avec ces forces vivantes. D'ailleurs, vous dites, Dr Tatchaler, ce que vous dites est intéressant parce que vous précisez à un moment donné que pour devenir chaman, il faut pas être sérieux. Hein, ça marche pas. Ça fonctionne pas. Ce qui m'a, moi, fait réagir, c'est que on peut soigner les autres, même à leur insu, en leur faisant du bien. C'est possible, ça? Oui, c'est possible. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que quand je soigne les autres, je soigne des parties de moi. Qui va s'interdire de soigner des parties de soi? Vous êtes une partie de moi, donc si je vous soigne, j'oublie même que je vous soigne, je soigne quelqu'un d'autre. Je me soigne à travers vous parce que vous et moi, on fait partie d'un seul et même corps. On fait partie de l'univers, voilà. Donc en me soignant, vous vous soignez vous Exactement. aussi. Exactement. Et cette vision est accompagnée même d'autres choses qui n'a peut-être pas été dites. Je m'autorise à soigner la partie de moi qui est en toi, mais je t'autorise à faire ce que toi t'as envie de faire de la partie qui est toi ou de... Tu peux faire ce que tu veux, prendre ou ne pas prendre. On est encore dans l'intuition du moment présent, ce que vous disiez tout à l'heure. Aussi, autre chose, vous avez un nom de chaman qui n'est pas Juan Razanamahae. C'est vrai. Un autre. Alors, on est rebaptisé lorsqu'on devient chaman? Ça dépend. En fait, dans les pays naturels, les noms, des fois, correspondent aux événements de ce jour-là, à ce qui se passait, où était positionné le soleil, qu'est-ce qui s'est passé, comment vous étiez. Donc, en fait, le nom d'un chaman, c'est une véritable... C'est une initiation et c'est vraiment... Il y a un sens derrière tout cela. Alors, ensuite, vous avez dit, à un moment donné, dans la conférence, que un chaman peut revivre, se remémorer des passages de sa vie, mais, et là c'est très troublant, c'est aussi ressentir ce que son entourage a vécu aussi. On peut avoir leur ressenti à eux. Hein. Vous preniez l'exemple d'un accouchement, vous pouvez revivre l'accouchement, une femme, et ressentir ce que le bébé a ressenti au moment. Donc le premier pleur, on perçoit vraiment ces émotions-là. Alors, et le côté passionnant, c'est que justement, on va pouvoir faire un travail de guérison. C'est que si, par exemple, vous vous retrouvez dans une situation que vous étiez en colère, que votre mère était en colère ou votre père, vous allez pouvoir, même si c'est des années après, libérer cette énergie de colère. Et en la libérant, vous faites un travail de guérison, vous vous guérissez, mais vous guérissez aussi les autres. Parce que le point capital, c'est qu'on a toujours le droit de faire du bien aux gens, mais c'est pas forcément de leur dire. C'est que si je sens que vous avez beaucoup de colère, j'ai le droit de capter cette colère et de la lâcher pour vous. Là, je suis un bon chaman. Mais en parler à la personne, là, il faut respecter le libre arbitre. C'est que si la personne ne demande rien, on va pas lui dire « c'est moi qui t'ai enlevé ta colère », autrement on serait dans un jeu de pouvoir. Bon, mais l'idéal, c'est de pouvoir faire du bien à la personne, et quand elle se sent mieux, et qu'elle pose une question « écoute, je me sens mieux », c'est de lui dire « voilà l'outil que tu vas pouvoir utiliser ». C'est le fameux principe de donner un poisson à celui qui a faim, mais ensuite lui donner une canne à pêche, pour rendre les gens indépendants. Moi, j'explique ça aussi d'une autre manière. C'est que ce que fait le chaman, en fait, c'est voyager.
voyager dans des dimensions, dans le temps, voyager à la recherche de trésors, à la recherche de parties de nous, voyager pour comprendre le passé. Donc on peut aussi voyager dans le temps. Exactement, dans le temps, il n'y a pas de limite. Et un chaman, ça voyage surtout. Donc, on peut aller dans le passé pour dénouer quelque chose du passé qui risque de créer la mort. Comme on peut aller dans le futur pour donner à quelqu'un une force qu'elle n'a pas maintenant, mais qui se trouve déjà dans son futur, parce qu'elle va aller dans cette direction. Et c'est merveilleux parce que on est constamment aidé, en fait. Un chaman, c'est pas quelqu'un qui fait seul. Il est aidé par les esprits, il est aidé par nos ancêtres. Alors, il y a les petits ancêtres de ma culture d'aujourd'hui, mais nous sommes planétaires et universels. Un chaman, vous êtes pluriel. Voilà, au pluriel. En tout cas, merci. Pour cette merveilleuse conférence et puis bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Et merci aux esprits. Merci. Et la façon d'invoquer, pour avoir la force toujours, c'est la danse, c'est le chant. Et nous enseignons des chants sauvages, nous enseignons à faire les prières sauvages. C'est aussi très impressionnant, vous pourrez voir ça sur YouTube. C'est que c'est au lieu d'avoir des prières, que c'est toujours pareil. Oh mon Dieu, sois gentil avec moi, je suis malade, j'aime pas du tout ma maladie, je m'ennuie, en fait, je veux guérir. Ça passe rien du tout. Dans la prière sauvage, je parle à mon père qui est là. C'est mon père, il est vivant. Oh! Là, s'il y a des esprits sourds,